Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Pas d'armée, pas d'alliés, seulement deux hommes face à face, seuls avec leurs armes et leur volonté farouche. Ces duels légendaires s'étendent des plaines ensanglantées d'Homère jusqu'aux rives paisibles d'une rivière américaine et aux plages venteuses des samouraïs. Chacun d'entre eux fut une épreuve de compétence, de courage et de survie. Chaque mouvement comptait, une seule erreur signifiait la mort. Êtes-vous prêt à assister aux duels les plus décisifs de l'histoire ? Nous allons explorer 5 combats qui ont changé le cours de l'histoire, révélant les tactiques et les enjeux qui les ont rendus légendaires. Commençons là où le destin d'une ville entière dépendait d'un seul affrontement. Achille contre Hector. Le duel qui a façonné la guerre de Troie. Sur le sol brûlé devant les portes de Troie, deux guerriers se faisaient face. Achille, le champion grec, et Hector, le défenseur de la ville. Ils se tenaient entre les murs de Troie et l'armée d'Achille. Les années de combats sanglants de la guerre se concentraient désormais sur cette unique rencontre. À cet instant, le destin de Troie ne dépendait ni de la stratégie ni du nombre, mais de l'homme qui survivrait. Achille combattait avec une fureur aiguisée par une perte profonde. La mort de Patrocle, son plus proche compagnon, le poussait à chercher la vengeance à tout prix. Hector, qui avait tué Patrocle en le prenant pour Achille, devait maintenant en subir les conséquences. Pour Hector, ce duel était plus qu'une simple affaire personnelle. Il s'agissait de protéger sa famille et la ville qu'il aimait, même si cela signifiait une mort certaine. Ils avancèrent. Achille était armé d'une lance qui maintenait ses adversaires à distance. Hector comptait sur la rapidité et la précision de son épée. Leurs styles de combat s'entrechoquèrent. Achille était agressif et implacable. Hector était calme et déterminé. Cependant, à mesure que le combat s'éternisait, la confiance d'Hector commença à affaiblir. Les légendes anciennes racontent que les dieux eux-mêmes lui retiraient leur faveur, abandonnant Hector à son sort. Une prophétie avait toujours prédit sa chute. Et maintenant, réalisant qu'il était seul, sa détermination vacilla. Achille profita de son avantage et de l'hésitation d'Hector. Le duel se termina par Hector blessé et impuissant au sol. Achille, insensible aux supplications de clémence, le tua et traîna son cadavre comme signe de la domination grecque. Les soldats grecs célébrèrent, tandis que les défenseurs de Troie voyaient leur espoir s'évanouir. La mort d'Hector brisa l'esprit de résistance de Troie, et scella la chute inévitable de la ville. Pour Achille, cependant, la victoire était amère, un moment de vengeance qui le laissa dans un isolement total. Cet affrontement entre deux guerriers légendaires donna le ton à tous les duels futurs, personnel, brutal et définitif. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Cependant, l'idée d'honneur et d'héritage ne mourut pas avec Hector. Egil Skallagrimson contre Bergonun, la colère déchaînée d'un viking. Le nom d'Egil Skallagrimson pesait lourd dans toute l'Islande, non seulement en tant que hors-la-loi, mais comme un homme dont la colère a façonné le destin. Sa confrontation la plus célèbre fut celle avec Bergonun, un duel qui commençait par une histoire de trahison et se terminait par du sang dans l'herbe. Ce n'était pas une simple querelle pour des terres ou du bétail. La querelle d'Egil avec Bergonun était enracinée dans la vengeance et le besoin de restaurer son honneur bafoué. Dans un monde où la réputation survivait au corps d'un homme, ce combat devint une épreuve d'héritage. Les deux hommes se faisaient face, entourés de témoins conscients qu'un seul d'entre eux repartirait vivant. Leurs lourdes haches de fer pouvaient briser des boucliers et déchirer des armures d'un seul mouvement. Les duels vikings étaient rudes et chaotiques. L'instinct et l'endurance comptaient autant que la force brute. Egil, aux larges épaules et imposant, avançait avec une détermination forgée par des années de privation. Bergonun lui fit face avec la même force, mettant sa propre réputation en jeu. Les premiers coups furent impitoyables. Les haches frappaient le bois et le fer, tandis que chaque homme cherchait une faille. Au milieu du combat, Egil subit une profonde coupure au bras. Un instant, il vacilla. La douleur et le sang menaçaient de ralentir sa progression. Mais dans cette brève hésitation, la concentration d'Egil s'aiguisa. Il esquiva un coup puissant d'Onun et répondit par une frappe calculée d'une force dévastatrice. Bergonun tomba à genoux, incapable de se remettre de ce coup. Le résultat fut immédiat et définitif. Egil se tenait là, marqué mais victorieux, tandis que les partisans d'Onun regardaient dans un silence stupéfait. Les conséquences suivirent rapidement. La victoire d'Egil n'apporta pas la paix. Au contraire, elle approfondit les vieilles rancines et le força à quitter sa patrie pendant un certain temps. Comme le rapportent les sagas, sa réputation d'homme dangereuse ne fit que croître, et le cycle de la vengeance dans son monde se poursuivit. La nouvelle du duel se répandit rapidement, consolidant la place d'Egil dans l'histoire et dans les querelles légendaires.
Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Hamilton contre Burr, quand une rivalité politique finit en tragédie. Le matin du 11 juillet 1804, la rive du fleuve Hudson à Weehawken, dans le New Jersey, devint le théâtre d'une confrontation qui allait marquer l'histoire américaine. Le lieu fut choisi pour son isolement, un endroit où la loi intervenait rarement. Alexander Hamilton et Aaron Burr, tous deux figures nationales, se faisaient face à 10 pas de distance, les pistolets chargés, tandis que leur second observait chaque mouvement. Le silence sur la crête contrastait violemment avec la tension entre les deux hommes. Leur rivalité puisait ses racines bien au-delà des simples divergences politiques. Hamilton, un fédéraliste, prenait un gouvernement central fort, tandis que Burr, un républicain démocrate, préférait les droits des États. Des années de disputes et d'animosités personnelles s'étaient accumulées. Mais ce fut une insulte publique, les remarques publiées par Hamilton remettant en cause l'honneur de Burr, qui poussa finalement Burr à demander réparation. À une époque où la réputation était tout, Burr ne vit d'autre choix que de défier Hamilton. Le duel suivit un protocole strict. Les seconds préparaient les pistolets et mesuraient la distance, s'assurant que chaque détail respectait le code de l'honneur. Au moment précédant les tirs, aucun des deux hommes ne savait si l'autre tirerait sur ordre ou hésiterait jusqu'au dernier moment. Lorsque le signal fut donné, Hamilton tira en l'air, un geste connu sous le nom de délopement dans le code du duel, signalant son intention de ne pas tuer. Burr, en revanche, visa directement et pressa la détente. Son tir toucha Hamilton à l'abdomen, brisant des côtes et endommageant des organes vitaux. Hamilton s'effondra tandis que ses seconds accouraient à son aide. Burr restait là, silencieux, alors que la réalité de son acte s'imposait à lui. Les derniers mots de Hamilton à son médecin furent « C'est une blessure mortelle, docteur ». Il mourut le lendemain. Burr, autrefois vice-président, devint un paria politique. Le duel fut terminé en quelques secondes, mais ses conséquences durèrent des décennies. Ce coup de feu unique remodela la direction de la jeune République et ternit à jamais l'héritage de Burr. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Miyamoto Musashi contre Sasaki Kojiro. L'ultime affrontement de samouraïs. À l'aube du 13 avril 1612, deux hommes arrivèrent sur les rives sablonneuses de l'île de Ganryu pour un duel qui allait devenir un tournant dans l'histoire des samouraïs. Musashi, célèbre pour ses tactiques peu orthodoxes, faisait face à Sasaki Kojiro, dont le nodashi, une lame de 2 mètres de long, était parfaitement adapté à son fulgurant coup de la hirondelle. Ce n'était pas seulement un concours de sabres, mais une confrontation entre deux philosophies de combat fondamentalement différentes. L'isolement de l'île ne laissait aucune place aux interférences extérieures. Tandis que des témoins se rassemblaient sur le rivage, Kojiro se tenait prêt, son calme mis à l'épreuve par le soleil levant et le poids des attentes. La tension de Kojiro atteignit son paroxysme. Musashi était introuvable. Le retard était calculé. L'arrivée tardive de Musashi, il ramait lui-même jusqu'à l'île, était un pari psychologique destiné à déstabiliser Kojiro et à saper sa concentration. Lorsque Musashi apparut enfin, il portait un sabre de bois qu'il avait sculpté dans la rame de son bateau, un signe clair qu'il avait l'intention de mener le combat selon ses propres termes. Le duel commença par la première attaque de Kojiro. Son odachi fendit l'air comme un éclair. Musashi maintenait ses distances, analysant le timing et les mouvements de Kojiro. La confrontation ne dura que quelques instants. Les coups de Kojiro manquèrent leur cible, car Musashi esquivait chaque attaque d'un cheveu. Puis, d'une seule contre-attaque parfaitement synchronisée, le sabre de bois de Musashi frappa Kojiro à la tête, mettant fin au combat instantanément. La victoire de Musashi eut un impact immédiat sur la culture samouraï. Son utilisation de tactiques psychologiques et de l'improvisation remit en cause les notions traditionnelles et incita d'autres guerriers à parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Tous les duels ne tournaient pas uniquement autour de l'honneur ou de la tactique. Certains étaient menés au nom de la justice, l'issue décidant non seulement du sort d'un homme, mais de la vérité elle-même. Jean de Carouge contre Jacques le Gris, un combat pour la justice. En 1386, le froid d'un matin d'hiver parisien se leva alors que deux silhouettes en armure pénétraient dans l'arène pour un duel judiciaire. Jean de Carouge, un chevalier chevronné, faisait face à Jacques le Gris, qui avait été son ami, mais était désormais son ennemi déclaré. La cause était grave. Marguerite de Carouge, la femme de Jean, avait accusé le Gris de l'avoir agressé physiquement pendant l'absence de Jean. Marguerite affirmait que le Gris s'était introduit de force dans sa maison et l'avait menacé de mort si elle rendait son crime public. Dans la France médiévale, le duel judiciaire était considéré comme un appel direct au jugement divin. Celui qui survivait était reconnu comme véridique devant Dieu et le roi. Pour Marguerite, tout dépendait de l'issue.
Si le gris gagnait, elle serait exécutée pour faux témoignage. Si son mari triomphait, son honneur serait restauré. La foule se rassembla, nobles, paysans et officiels, et regarda les deux hommes revêtir des couches d'acier lourd. Leurs épées, lances et poignards brillaient sous le soleil pâle. Chaque assaut en armure ressemblait à une lutte contre une tempête de fer. Chaque mouvement était ralenti par le poids écrasant et la peur des conséquences d'une seule erreur. Le combat fut brutal et épuisant. L'air était rempli du cliquetis du métal et des cris des spectateurs. Les deux hommes se battaient pour chaque centimètre, leur force étant mise à l'épreuve autant par l'épuisement que par l'adversaire devant eux. Le gris, plus jeune et plus rapide, réussit à forcer Carouge au sol, sa lame trouvant des failles dans l'armure cabossée. Pendant un instant, le jugement sembla rendu, mais Carouge, immobilisé au sol et en sang, asséna une dernière estocade qui perça l'armure de Le Gris. Le Gris s'effondra sans vie, et la foule éclata en acclamations. Le roi et la cour acceptèrent le résultat comme preuve de l'affirmation de Carouge, et la vie de Marguerite fut sauvée. Cependant, la victoire n'apporta que peu de réconfort. Une épée avait clarifié la vérité, mais de quel côté penchait réellement le destin? L'héritage du duel subsista, soulevant des questions sur la justice, l'honneur et les limites de la violence comme moyen de résoudre les litiges les plus profonds. Au fil des siècles, les duels ont scellé des destins et décidé de l'avenir d'individus, de familles et même de nations entières. Ces rencontres brisent la complexité de la guerre et révèlent des motivations telles que la fierté, la vengeance et le simple instinct de survie. Quel code de guerrier suivriez-vous dans un combat à mort? Ces histoires nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement une question d'armée ou d'empire, c'est une affaire d'humains. Commentez pour nous dire quel duel vous a le plus choqué et pourquoi. Si ces affrontements légendaires ont changé votre regard sur les tournants de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de nous laisser un j'aime. Nous dévoilons les vérités cachées et la volonté humaine indomptable qui ont façonné notre monde. Rejoignez-nous pour ouvrir le prochain chapitre du passé. La prochaine grande histoire sera bientôt révélée.